Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Au sommaire, aujourd'hui, un projet de loi sur l'aménagement concerté du temps de travail. Il a été présenté à la presse ce matin. Pourquoi ce texte? Comment va-t-il fonctionner? Et à qui s'adresse-t-il? Le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, nous éclairera à ce sujet. Elle est quadruple championne du monde de judo et est actuellement à Monaco pour les Sportel Awards. Sa vie d'athlète de haut niveau, le report des Jeux Olympiques de Tokyo ou encore son rôle de présidente du jury des Sportel Awards, Clarisse Agbenienou se confiera sur notre antenne. Dans ce journal également, l'ouverture du 8e salon Monaco Business dans un climat entouré par la crise sanitaire. Et puis retour sur un concert d'exception à l'Auditorium René 3 avec deux gloires mondiales de la musique classique. Mais avant cela, je vous le disais en titre, le ministre des Affaires sociales et de la Santé a tenu une conférence de presse ce matin au ministère d'État. Une conférence portant sur le projet de loi sur l'aménagement concerté du temps de travail. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir Émilie Rousseau. Vous avez présenté à la presse ce projet de loi. Pourquoi ce texte? Parce que l'État s'engage beaucoup depuis le mois de mars pour préserver les emplois en principauté de Monaco. Il le fait sous diverses formes, le CTTR, l'aide au paiement des charges des entreprises, et puis il le fait aussi par un plan ambitieux de relance économique. Mais l'État ne peut pas tout faire, l'État ne doit pas tout faire. Il y a une place en principauté de Monaco pour un dialogue social de qualité, réunissant les employeurs et les salariés pour sauver de l'emploi. Et c'est vraiment l'objectif du texte, c'est sauver de l'emploi maintenant. Éviter les plans sociaux notamment. Exactement, éviter les plans sociaux, donner de la souplesse dans l'entreprise, permettant ainsi à un employeur qui se poserait des questions de décider de garder ses salariés, leur maintenir le revenu, donc c'est pour nous fondamental. Alors à qui s'adresse ce projet de loi? Qui est concerné? Alors en fait, tous les secteurs d'activité à Monaco sont concernés. Nous avons repris les textes préexistants dans ce domaine, donc l'hôtellerie, la restauration, le commerce, les activités, les services, le bâtiment, tous les secteurs, à l'exception du monde médical, puisque nous avons considéré que les établissements de soins, en ce moment, devaient fonctionner sur un mode différent, donc n'étaient pas concernés directement par les règles que nous avons posées conjointement de modulation et d'adaptation du temps de travail. D'accord. Et concrètement, comment ça va marcher? C'est un accord entre le salarié et l'employeur? Concrètement, il y a deux façons de faire vivre ce type d'accord. Une négociation dans les branches, entre les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés. Et puis sinon, une négociation dans l'entreprise entre l'employeur et les délégués du personnel. Et puis s'il n'y a pas de délégué du personnel, parce que c'est une petite structure, un petit commerce par exemple, une discussion entre les salariés et l'employeur, de façon directe et responsable. Et il n'y aura pas de licenciement? Alors le texte prévoit que s'il y a un accord, dans le cadre de cet accord proposé par l'employeur, ce dernier doit s'engager à s'abstenir de procéder à des licenciements économiques pour les salariés concernés. Donc pas de licenciement pour les personnes qui sont concernées par l'accord. D'accord. Et le salarié peut refuser cet accord qui lui est proposé? Alors le salarié peut refuser l'accord puisque ce qui est prévu par le texte c'est une expression par un vote en fait. La majorité des délégués du personnel ou bien s'il n'y a pas de délégué du personnel, une majorité des salariés concernés par l'accord. Pas de majorité, pas d'accord des salariés, pas de décision. Et est-ce que cet accord est limité dans le temps? Alors l'accord peut avoir une durée maximale d'une année. L'idée c'est qu'il faut sauver les emplois maintenant. Et donc les employeurs et les salariés ont 6 mois pour négocier, on espère qu'ils le feront plus rapidement. Et cet accord qui serait conçu et conclu entre eux pourrait prévoir une durée allant de 1 mois à une année maximum. Alors là, on parle de projet de loi. Quand sera voté ce projet? Alors ça appartient à l'Assemblée élue évidemment. Des contacts que nous avons eus avec les responsables dans le cadre du comité mixte, nous avons compris qu'il entrait dans les intentions du Conseil national d'examiner sans délai ce texte, et je crois que cet examen a d'ailleurs déjà commencé, de manière à pouvoir être en mesure de soumettre au vote des élus assez prochainement. Et les premiers accords? Alors les accords interviendraient dans la foulée de la promulgation du texte. Il faut un petit peu de temps pour que les employeurs et les salariés se mettent d'accord et conviennent de dispositions qui répondent à leurs attentes. Donc dans la foulée de la promulgation du texte, les premiers accords pourraient intervenir. Merci beaucoup Didier Gamerdinger d'avoir été avec nous pour nous présenter cette nouvelle mesure pour sauvegarder l'emploi en principauté. Je vous en prie, merci beaucoup.
On rejoint à présent Alexandra Pani pour le reste de l'actualité en principauté. Alexandra, bonsoir. Vous allez nous parler de 5G pour commencer. Bonsoir Émilie, la 5G fait couler beaucoup d'encre. Monaco avait annoncé être l'un des tout premiers pays à couvrir l'intégralité de son territoire avec cette technologie. On entre à présent dans une phase concrète avec la sortie du nouvel iPhone 12, entre autres, de la marque Apple, tout juste dévoilé aujourd'hui en principauté. L'arrivée de ces nouveaux terminaux compatibles avec la 5G est un accélérateur pour le déploiement de cette nouvelle technologie. On écoute à ce sujet le délégué interministériel en charge de la transition numérique, Frédéric Genta. L'iPhone 5G est sorti, alors plus qu'un téléphone, c'est le téléphone qu'ont les gens de Monaco. Plus de 80% des gens à Monaco ont un iPhone. Et en fait, aujourd'hui, si un pays veut être attractif, il faut qu'il offre la meilleure connectivité. Et aujourd'hui, Monaco, en ayant la 5G avant les autres, offre une meilleure connectivité que les autres et donc est naturellement plus attractif pour les gens dans leur quotidien, pour leur confort et en même temps pour les entreprises. Ce rappel à présent pour les véhicules immatriculés en principauté. Oui, Émilie, c'est la période du renouvellement des estampilles. Les fameuses vignettes arrivent à échéance comme chaque année au 31 décembre. Les factures viennent donc d'être envoyées par la poste. Les propriétaires de véhicules doivent régler celles pour l'année 2021 d'ici la fin de l'année. Pour cela, 2 modes de paiement sont disponibles. Le premier, traditionnel, vous envoyez par voie postale un chèque bancaire à l'ordre du service des titres de circulation ou en ligne par carte bancaire sur le site de téléservice du gouvernement avec le numéro d'émission mentionné en haut à gauche de votre facture. Attention, une pénalité de retard sera exigée par véhicule à compter du 1er janvier. La radiation des véhicules non soldés sera effective début février après mise en demeure, alors n'attendez pas trop. Des nouvelles dispositions ont été prises au centre hospitalier Princesse Grace, Alexandra. Oui, face à la reprise de l'épidémie et pour éviter une propagation accrue du virus, le CHPG demande aux accompagnants de patienter dans les parties extérieures du bâtiment. Toujours dans l'esprit de lutter contre le coronavirus, le centre Fighteds Monaco et la maison de vie ont décidé de suspendre leur activité d'accueil pour 6 semaines afin de protéger les personnes accueillies et leurs équipes. L'association reste bien entendu joignable par téléphone. Merci Alexandra pour toutes ces précisions. Retour à présent sur le salon Monaco Business. La 8e édition s'est tenue aujourd'hui à l'auditorium René 3 avec au programme de nombreuses conférences dédiées aux entreprises monégasques. Le reportage de Vanessa Dessy. C'est l'événement B2B de la Principauté. Le salon Monaco Business réunit les entrepreneurs monégasques afin de permettre d'échanger tout en présentant aux visiteurs les spécificités économiques de Monaco. Parmi les exposants, Monaco Digital a pour ambition de développer l'ensemble des activités informatiques adaptées aux besoins des entreprises monégasques. On est sur tous les grands métiers du digital, donc des couches basses, infrastructure, réseau, développement d'applications, infogérance, cybersécurité, formation. Et on a un grand projet commun maintenant avec le gouvernement princier, qui est la création du cloud souverain. C'est plus qu'un besoin, puisque aujourd'hui la tendance est de s'orienter vers ces technologies. On a vraiment une rupture technologique entre les mises en œuvre des infrastructures sur site, on-premise, vers ces technologies qui seront proposées maintenant de manière centralisée à partir d'une technologie qui proposera surtout des services et des usages. Le bien-être était à l'honneur à l'occasion de cette 8e édition. Monaco Fit Coaching est une jeune entreprise qui propose un programme de remise en forme en seulement 20 minutes à l'aide d'électrodes. Donc c'est une combinaison corps entier, d'accord ? Vous avez des électrodes vraiment un peu de partout, au niveau des abdos, des pecs, tout le dos, l'arrière de cuisse, les cuisses et les bras. Ça stimule plus de 380 muscles à la fois en même temps. Avec ça, en fait, avec cette combinaison et avec ce petit boîtier, avec cet iPad, tout est relié en fait par Bluetooth. Et en fonction des objectifs de la personne, perte de poids, renforcement musculaire, stretching, même relaxation, on va pouvoir proposer des programmes exprès. Monaco Business a donc regroupé les entreprises leaders sur leur secteur et les sociétés les plus innovantes et dynamiques. Petit détour par les Sportel Awards. Cette année encore, de nombreuses personnalités sportives ont répondu à l'invitation des organisateurs. L'une d'entre elles est avec nous ce soir. Elle est quadruple championne du monde de judo. Bonsoir Clarissa Agbenienou. Bonsoir. C'est une période un peu particulière pour les sportifs de haut niveau. Une période qui est très compliquée, je pense qu'on peut dire pour les sportifs et pour tout le monde.
Et on ne sait pas trop où on va, c'est bien compliqué, mais j'espère qu'on va s'en sortir assez rapidement. J'imagine que le report des Jeux Olympiques de Tokyo a été quelque chose de difficile à digérer quand on se prépare à 100% pour ça. J'essaye encore de le digérer. C'est vrai que j'étais prête pour cet événement, j'étais prête pour... c'est la seule médaille qui me manque d'un côté, donc forcément j'étais vraiment à fond et j'ai fait les Jeux à Rio, 4 ans, on se dit allez, 4 ans, on se donne à fond. Je pense que c'est encore plus dur quand c'est annulé, où on ne sait pas où on va, que si c'est simplement reporté et que derrière le cours de la vie continue. Là, c'est vraiment figé, donc ça fait un peu peur et c'est très très dur à avaler. Et maintenant, vous en êtes où? Vous avez repris la compétition? Du coup, moi personnellement, je n'ai pas repris la compétition. Il y a eu une compétition de judo ce week-end, mais je ne m'en sentais pas encore prête parce qu'on ne savait pas si ça allait encore se faire. Il y a des compétitions qui se sont annulées. Donc je pense que ça va être peut-être la seule compétition de fin d'année 2020. Et pour moi, l'objectif était vraiment les Jeux, donc je ne m'en sentais pas le moment ou la peine de faire cette compétition à ce moment-là. Il y a aussi cette peur de se préparer à fond pour finalement que la compétition soit annulée. C'est vrai que c'est très compliqué parce que quand on est sportif de haut niveau, forcément on fait ces sports à fond, c'est de la performance, c'est aussi des moments, je pense qu'en soi c'est pas le sport qui est le plus dur pour nous parce qu'on a l'habitude de le faire, mais c'est ce qu'on met en œuvre tout autour pour pouvoir y arriver. Donc manger correctement, d'être égoïste, de ne pas voir forcément nos familles, nos amis, de dire non à certaines choses ou des événements qui nous font plaisir. Donc je pense que c'est aussi ça la difficulté, c'est de rester dans notre cercle. Sauf que là, on reste dans notre cercle tout en sachant que peut-être qu'on peut profiter et finalement pas faire cette compétition. Mais là, on essaye d'être au moins de trouver un compromis pour pouvoir et avoir le sentiment de profiter et de rester à fond dans ce qu'on est en train de faire et dans ce qu'on a envie de faire. Mais c'est très très dur à faire. Profiter, être à Monaco, vous êtes présidente du jury des Sportel Awards, c'est un rôle que vous avez pris très à cœur, j'imagine. Oui, exactement, j'en suis très fière. Je remercie en tout cas les Sportel Awards de m'avoir choisi. J'en suis vraiment honorée. Et voilà, c'est vrai que c'est les choses que je peux un peu me dire à ce moment-là. C'est un mal pour un bien, du coup, que ça soit reporté. Ou pas, parce que ça n'aurait pas eu d'incidence. Au final, j'aurais été vraiment tranquille au Sportel, pas besoin. Donc là, je suis allée m'entraîner ce matin parce qu'il faut que je garde quand même un rythme. Mais je suis contente d'être là, je suis contente que les Sportel n'aient pas annulé. Ça m'aurait mis encore un coup au moral. Mais là, on a le soleil, il fait beau et je remercie en tout cas cet événement. Et on a vécu déjà pas mal de choses hier et on va vivre encore pas mal de choses ce soir. Et j'en suis très fière. Alors les Sportel Awards récompensent les images sportives de l'année. Quelle est l'image sportive que vous garderez en tête en 2020? C'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'en trouver une. L'image sportive en 2020, c'est dur parce qu'il n'y a eu presque rien eu. Mais je garderai quand même cette image où on était un peu tous en confinement et qu'on s'est tous entraînés. Que ça soit en judoka, autre sport, mondial, on s'est vraiment tous entraînés et ça a été beau de voir qu'on est vraiment une famille et que c'est pas juste comme ça. Donc voilà, le sport c'est une famille et j'en suis fière. C'est pas la première fois que vous venez à Monaco. Quel regard portez-vous sur la principauté, Clarisse? C'est un bel endroit pour fêter ses 28 ans. Oui, c'est un très bel endroit. J'y suis venue l'année dernière et on a toujours un bon accueil, c'est chaleureux. J'ai eu un très beau cadeau d'anniversaire. Le fêter à Monaco, je l'aurais jamais pensé et je suis contente d'avoir fêté mes 28 ans à Monaco. Je n'oublierai pas. Merci beaucoup, Clarisse, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. On reste dans le domaine des sports avec vous, Alexandra, et des nouvelles de Louis Ducruet. Oui, on a appris fin juillet qu'il quittait son poste d'assistant à la vice-présidence de l'AS Monaco pour acquérir plus d'expérience, selon ses propres termes, publiés sur son profil Instagram. C'est par ce même réseau qu'il vient d'annoncer son engagement au sein du club anglais de Nottingham Forest qui évolue en Championship Division 2 anglaise. Il intègre donc le conseil d'administration et officiera au recrutement international, mais aussi dans le marketing et la communication. L'expédition Contaminant Méditerranée 2020 d'Océano Scientifique est de retour à bon port. Tout à fait, on avait suivi son départ le 15 octobre du port de Monaco. Le maxi catamaran Amala Explorer est rentré avec 3 jours d'avance sur son calendrier initial
au port de la Seine-sur-Mer. Un parcours écourté en raison d'une navigation complexe due au nombre débris de la tempête Alex trouvée sur sa route et une météo qui se dégradait avec l'annonce d'une nouvelle tempête dans le golfe du Lion. La Mala Explorer est donc actuellement amarrée dans le port bien abrité de la Seine-sur-Mer en attendant la remise officielle des prélèvements effectués mercredi aux équipes de l'Ifremer. Alexandra, le couvre-feu établi dans le département voisin a eu de nombreuses répercussions sur notre quotidien. Le monde du spectacle a donc pris le parti de s'adapter. En effet, les différents lieux de spectacle de la Principauté ont choisi de modifier leurs horaires pour permettre au public des communes voisines de tout de même pouvoir assister aux représentations. Pour ce jeudi, le théâtre Princesse Grace a annoncé l'avancée de la pièce Georges Dandin à 18h au lieu de 20h30 au Grimaldi Forum. Le spectacle de magie de Dany Larry, prévu samedi 7 novembre à l'espace Léo Ferré, sera quant à lui avancé à 17h. Et du côté du diocèse de Monaco, plusieurs manifestations étaient programmées. Elles sont avancées soit à 18h, soit à 18h30. Vous pouvez consulter la liste sur la page Facebook du diocèse. Merci Alexandra. Le concert de l'Orchestre Philharmonique de samedi dernier avait d'ailleurs lui aussi avancé l'heure de sa représentation pour permettre aux résidents des communes limitrophes d'assister à ce moment d'exception. Un concert unique sur lequel revient José Sacré. Deux gloires mondiales de la musique classique ont partagé la scène de l'auditorium Régnier 3 samedi 24 octobre, la pianiste Martha Argerich et le chef d'orchestre Charles Dutoit. C'est une histoire de vie entière, on se connaît depuis 1958. Et nous avons fait notre premier concert ensemble au mois de janvier 1959 à Lausanne avec un orchestre. C'était mon premier contrat professionnel. Alors, elle était ma première soliste en fait, voyez-vous. Et puis alors, voilà, on se connaît depuis toujours. On a été mariés pendant 5 ans. On a une fille qui est d'ailleurs ici. Et puis on a joué un peu dans tous les coins du monde. Alors c'est un plaisir de se retrouver ici. J'aime beaucoup l'orchestre. Ils sont très attentifs, ils jouent très bien et puis ils aiment travailler. On a des très beaux programmes. On joue avec Martha, on joue le 3e de Prokofiev qu'on a enregistré, qu'on a joué un peu partout. Et puis le prélude à l'après-midi d'un faune et puis aussi la suite de l'oiseau de feu. Un scoop pour terminer, Martha Argerich et Charles Dutoit reviendront à Monaco l'an prochain pour fêter un double anniversaire, les 85 ans du chef d'orchestre et les 4 fois 20 ans de la géniale pianiste. Culture, toujours avec du cinéma cette fois-ci, et ce rendez-vous de l'Institut audiovisuel de Monaco. Le 3 novembre prochain, le Théâtre des Variétés projette La crise est finie de Robert Siodmak. Fabien Bonilla est avec Vincent Vatrican pour aborder ce film de 1934. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Le film que l'on va pouvoir découvrir ce soir, dont on va parler en tout cas, c'est La crise est finie. C'est une histoire de saltimbanque, entre guillemets, d'une troupe de théâtre dans les années 30, c'est ça? C'est ça, une troupe de théâtre qui essaye de monter un spectacle en province. Ça se passe mal. Ils sont lâchés par l'équipe de production, disons, pour aller vite. Et ils décident de tenter leur aventure à Paris et de monter un spectacle fait de briques et de broc. L'essentiel pour eux, c'est la motivation qui les lie et qui leur permettra, malgré moult mésaventures, d'arriver à monter ce spectacle musical. Alors la crise est finie, on ressent cette crise économique de l'époque, parce que le film est sorti en 1934, on ressent cette crise économique mondiale. Alors, dans le film, on la ressent parce que vers la fin du film, je ne dévoilerai pas le scénario et l'histoire, mais ils sont très inquiets sur
le spectacle qu'ils arrivent finalement à monter et ils se demandent si le public sera présent. Et ce sont des scènes qui justement ont été tournées véritablement dans Paris et traduisent en effet l'ambiance très morose de l'époque. Et effectivement, ce qui était le but recherché de ce film, qui a d'ailleurs été un énorme succès, c'est que ça permettait aux spectateurs, au public parisien, de changer d'air et d'atmosphère. Et donc, ils se précipitent voir le spectacle dans ce petit théâtre parisien. C'est une méthode Coué cinématographique, en quelque sorte. Tout va bien, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise. Oui, tout à fait, mais il y avait ça dans l'opérette, il y avait ça dans les théâtres, et le cinéma s'est prêté également un peu à ce jeu. Il faut ajouter qu'en tête de distribution, il y a Albert Préjean, qui était aussi un spécialiste des comédies et des comédies musicales, chantées. Oui. Et puis surtout l'actrice Danielle Darieux. La magnifique Danielle Darieux. La magnifique Danielle Darieux. Un mot sur le réalisateur Robert Siodmak, qui a réalisé pas mal de films, mais qui n'est pas vraiment entré dans la postérité. Vous avez une explication ? Oh, il y en a beaucoup de cinéastes qui ont pas eu forcément le destin qu'ils méritaient. Je crois que c'est le cas en tout cas de Siodmak, cinéaste allemand au départ, qui a fait quelques œuvres remarquées, notamment Les Hommes le dimanche, un film de 1929, qui a fui le nazisme, passé par la France, a réalisé quelques films, dont celui-ci. Avant d'aller aux États-Unis. Avant d'aller aux États-Unis, où il a une carrière assez courte, 10 ans. Il a fait des films plus sombres d'ailleurs, c'était plus des comédies. Essentiellement des films noirs, notamment les Tueurs, L'homme que j'ai tué, La proie, qui est à mon sens un des plus grands cinéastes américains de films noirs, à l'égal d'Hitchcock ou Fritz Lang. Hein, je pèse mes mots, c'est-à-dire quand même très haut dans le panthéon des cinéastes. Et puis étonnamment a fini par un film de pirate en cinémascope, et ne se reconnaissait plus dans les studios américains et a claqué la porte des États-Unis pour repasser par la France et finir sa carrière en Allemagne avec des films beaucoup moins intéressants que ce qu'il avait pu tourner aux États-Unis. Pour finir, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs pour qu'ils aillent voir cette projection ? En quelques mots, qu'est-ce que vous diriez sur La crise est finie ? Pourquoi il faut venir ? Alors, pourquoi ? Une des raisons majeures, c'est que ce film a été restauré par les Archives françaises du film, qui nous prêtent cette copie, et ils viendront présenter à la fois la copie et leur travail d'archives. C'est l'idée de montrer aussi ce que font les confrères ailleurs, et les Archives du film en France, c'est quand même une des institutions majeures. Donc l'idée, c'est de montrer aussi au public les autres entités qui font le même travail que nous. Voilà, allez voir La crise est finie, c'est mardi 3 novembre à 20h au Théâtre des Variétés. Merci Vincent. Merci Fabien. Permettez-moi un mot, grande dame. Si Nicole part, je la suis. Oh, mais personne ici ne vous retient, t'as peur de touche. Vous pouvez disposer. Oh, mais je dispose. Moi aussi, je l'aimais. Parce que figurez-vous que moi aussi, j'ai soupé de votre grande gueule. Oh, c'est formidable, c'est exactement ce que j'allais dire. D'ailleurs, c'est bien simple, si elle fait un pas, je la griffe. Bravo, mon fils. Je la mords, je la bats, je la tue. Merci à vous, messieurs. Alexandra, on vous retrouve une dernière fois pour faire le point sur les prévisions météo de mercredi. Oui, Émilie, et après un début de semaine morose, le reste de la semaine sera plus agréable. Mercredi, le soleil sera bien au rendez-vous et les températures remontent progressivement avec 16 degrés d'annoncés au plus chaud de la journée. Les journées continuent de raccourcir, le soleil se lèvera à 7h et se couchera à 17h27. Nous fêterons en ce 28 octobre les 6 mois. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nathalie Péchala, Frédéric Michalak, Clarisse Agbenienou, ils ont tous un point commun, ils sont actuellement en principauté pour les Sportel Awards. Notre photographe Michael Alési vous emmène d'ailleurs dans les coulisses de l'événement. À demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.